cher public. Mon intervention porte sur la douleur mentale et la douleur. Donc, je parlerai au premier chef de la douleur mentale, de ce qu'elle est, si tant est qu'une telle chose existe. Mais de fait, penser la douleur mentale a des implications dans la compréhension à la fois de la douleur en général et de la douleur physique. Donc, qu'est-ce que j'entends par douleur mentale? Par douleur mentale, que vous pouvez penser comme douleur psychique ou douleur psychologique, si ça vous est plus intelligible, j'entends ce qu'on est tenté d'identifier comme de la douleur, alors même qu'il ne semble pas que ladite douleur soit au premier chef localisée dans le corps. Si on adopte une partition corps-esprit qui est critiquable, mais qui a l'intérêt d'être parfaitement intelligible ici, et puis qui est par ailleurs cruciale dans l'histoire du problème. Donc, un chagrin d'amour, ça fait mal. C'est douloureux, on est tenté d'identifier ça comme de la douleur. Et en même temps, il semble bien que la douleur du chagrin d'amour n'est pas localisée au premier chef dans le corps. C'est-à-dire qu'on peut certes avoir par exemple l'estomac noué, mais ce n'est pas ce qui fait d'abord mal, on n'identifie pas comme tel. Et d'ailleurs, souvent, le type de douleur somatique qui accompagne une douleur mentale est en dessous du seuil qui pousse à, par exemple, prendre du paracétamol. Donc, de précision, ce que j'entends par douleur mentale, c'est au premier chef, ce qui n'est pas au premier chef ressenti dans le corps, de sorte qu'il ne sera pas question aujourd'hui, en tout cas dans ma bouche, des douleurs psychogéniques ou psychosomatiques, c'est-à-dire des douleurs qui sont primairement ressenties dans le corps, alors qu'on suppute que leur origine est mentale. Et ensuite, la douleur mentale ne se limite pas à la maladie psychiatrique, comme d'ailleurs la douleur physique ne se limite pas à la maladie somatique. C'est même assez intéressant de penser la douleur mentale, c'est quelque chose que la notion de douleur mentale permet de penser que la souffrance ne permet pas de penser, c'est-à-dire la possibilité que le prendre aura des pâquerettes, de considérer de toutes petites douleurs mentales. Comme par exemple un petit coup de tristesse qu'on peut avoir quand on tombe par hasard sur la photographie de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé mais qui est mort il y a 10 ans, et puis de mort naturelle, de vieillage, etc. Donc on peut avoir un coup de tristesse et une petite douleur. Et c'est intéressant de penser à la douleur mentale au niveau comme ça de toutes petites douleurs. Comme on pense de toutes petites douleurs physiques, par exemple la piqûre de l'aiguille au laboratoire. La question qui oriente ma recherche, c'est est-ce que la douleur mentale est de la douleur? C'est-à-dire que, est-ce que quand on dit qu'un chagrin d'amour fait mal et douloureux, on se réfère à quelque chose qui est une douleur à proprement parler, aux côtés des douleurs de fractures osseuses, d'infections urinaires, de migraines, de coupures de papier, ou est-ce qu'on a là une expression métaphorique? Le chagrin ressenti à la perte d'un être aimé, si atroce soit-il par ailleurs, puisque ce n'est pas vraiment une question d'intensité, c'est une question de qualité, n'est pas à proprement parler de la douleur. Donc soit on a une identité entre la douleur du deuil et celle de l'os brisé, ou alors à la limite deux espèces du même genre, donc une identité de genre, soit l'expression douleur pour un chagrin relève d'un emploi métaphorique ou autrement dévoyé d'ailleurs du langage. On a tendance de fait à penser la douleur à partir de la sensation physique, mais il y a bien des raisons de penser que la douleur mentale est de la douleur. Il y a des points communs d'importance entre les expériences que je dis de douleur mentale et puis les expériences de douleur physique. Alors, rapidement, on pourrait penser que l'affect, le douloureux, le ça fait mal, c'est commun entre les deux expériences. C'est le point le plus important et donc j'y reviendrai pas mal. Dans les deux cas, il y a une aversion. Dans les deux cas, on n'est pas fan en général de l'expérience et puis une motivation à s'en débarrasser. L'expression linguistique peut être similaire, donc un chagrin d'amour ça fait mal, tu m'as blessé, mater dolorosa. L'expression comportementale peut être similaire, pleurs, grimaces. Il y a des substrats neurologiques communs et il y a un apaisement grâce à la même chimie. Morphine, kétamine, antidépresseurs, endorphines, qui sont efficaces sur les deux types de douleurs. Donc ici, à ce stade, on devrait m'objecter qu'en posant la question en ces termes, en demandant si la douleur mentale est de la douleur, la réponse est déjà donnée. Alors d'abord, oui, mais il y a des meilleures justifications. J'aurais pu adopter une formule d'un autre type. J'aurais pu dire, est-ce que les X sont ou peuvent être des douleurs mentales? Je ne le fais pas pour deux raisons. Premièrement, les candidates à la place de X sont soit souffrance, soit émotion négative. Émotion négative, ça demanderait de mettre de côté les douleurs mentales possibles, comme l'ennui ou la frustration, qui ne sont pas typiquement classées comme émotions. Et la notion de souffrance pose autant de problèmes définitionnels que celle de douleur, y compris des problèmes qui seraient franchement paralysants pour mon examen. Et pour donner quand même quelque chose plutôt que de dire je ne vais pas vous en parler, l'emploi commun du terme de souffrance semble réservé à des expériences qui atteignent une certaine intensité, ou bien sont dotées d'une qualité particulière qui les distingue d'expériences mentales négatives plus généralement, ce qui fait que dans mon optique de prendre la douleur mentale, y compris aura des pâquerettes, souffrance est un petit peu compliqué.
Alors j'aurais toujours pu adopter une formule neutre et dire quelque chose du style est-ce que les expériences négatives qui ne sont pas au premier chef localisées dans le corps peuvent être des douleurs mentales? Et je ne le fais pas pour la deuxième raison, à savoir qu'il y a une histoire de la douleur mentale. Je n'ai pas inventé l'expression, qui s'appelle parfois douleur sociale ou psychic, qui a été horriblement traduit par psy-mal. Donc c'est des expressions qui sont utilisées dès Freud, puis plutôt notamment sous la forme de social pain, donc de douleur sociale, par des psychologues. Donc on a Heisenberger qui définit la douleur sociale, social pain, donc comme une expérience de détresse résultant de la perception d'une distance psychologique réelle ou potentielle avec des proches dans le groupe social. Donc, on a les chagrins d'amour, on a mes collègues sont partis déjeuner sans moi, on a ma mère préfère ma sœur, ce genre de choses-là. L'hypothèse de la social pain, elle est construite en psychologie évolutionniste. Elle est construite à partir du constat que les bébés mammifères poussent le même type de cri quand ils sont abandonnés par leurs parents et quand ils ont une douleur physique. Avec l'idée qu'il y aurait donc, dans les deux cas, il y aurait un danger social, un danger à être abandonné par les parents et même pour des mammifères adultes par la communauté, et qu'il y a un danger qui est comparable au danger d'une douleur, enfin, d'une lésion physique. Heisenberger et d'autres suggèrent qu'un système d'alerte à la douleur sociale se serait développé en cooptant des mécanismes qui sont donc déjà en place pour la douleur physique. Il y a des IRM fonctionnels qui ont été réalisés circa 2000 sur des sujets en situation induite de douleur sociale, notamment des sujets auxquels on présentait des photos de leurs ex. Les ex étant ceux qui avaient rompu il n'y a pas très longtemps. Et on a remarqué l'activation de plusieurs zones qui sont typiquement actives dans des expériences de douleur physique. Alors ces résultats qui semblent confirmer l'hypothèse évolutionniste ne doivent pas trop s'emballer à ce sujet-là. Ces résultats ne prouvent pas en fait grand-chose parce qu'il n'est pas certain que l'activation de ces zones soit spécifique à la douleur. Il est probable que ces zones s'activent dans l'inconfort, par exemple, et dans tout un tas d'expériences négatives qui ne sont pas, que personne ne pense réellement comme des expériences de douleur. Enfin, pour finir sur ma question, quand on pose la question « est-ce que la douleur mentale est de la douleur ?», on n'y a pas pour autant répondu. De même, la question « est-ce qu'un steak de soja est un steak ?», ne présuppose pas que le steak de soja soit du steak. Ça invite à une réflexion sur ce qui définit un steak, ce qui est ce que j'ai fait au sujet des steaks. Mon objectif dans le temps imparti, qui est assez court, c'est d'introduire la façon dont le problème a été pensé et de vous indiquer ce qui, à mon sens, justifie qu'on avance vers une compréhension de la douleur mentale comme douleur. Rapidement sur une définition de la douleur en général, mais pensée à partir de la douleur physique, je propose une formulation synthétique à partir des définitions dont partent surtout les philosophes analytiques contemporains que j'étudie. Donc en général, ils partent d'une définition à partir du Sherrington qui inspire Melzack et Casey dans les années 60, et puis de la définition de l'IASP, International Association for the Study of Pain. Donc à partir de là, si on prend tout ensemble, je peux proposer synthétiquement la définition suivante, donc à partir d'un modèle assez consensuel. On définit synthétiquement la douleur comme une expérience avec une composante sensorielle et une composante affective, deux composantes bien distinctes. Tout cela étant cognitivement médié et notamment selon les particularités personnelles et sociales du sujet. Souvent, donc, la composante sensorielle et la composante affective sont présentées comme tout à fait distinctes. C'est-à-dire que ce que je peux appeler le douloureux, pour que ce soit plus clair, ce qui fait dire aïe, ce qui fait qu'on dit j'ai mal, ce qui fait qu'on a mal, est intégralement dans la composante affective. Donc, pour ainsi dire, la composante sensorielle, la sensation de douleur, n'est pas douloureuse. Ce qui est douloureux, c'est la composante affective. Donc, la sensation comprend l'information que c'est de la douleur, on identifie que c'est de la douleur, et puis une information qualitative, ça tire, ça pique, ça tord, probablement une information d'intensité, une information de localisation, mais ne comprend pas le douloureux. Donc, avec la sensation, sans la composante affective, on sait que ça fait mal, mais on n'a pas mal. Le douloureux, le high, donc c'est la composante affective. Affect ici ne désigne pas les affects secondaires, comme le mécontentement que vous pourriez avoir parce que vous avez mal au ventre et que ça veut dire que vous n'allez pas profiter pleinement de votre soirée. Ça désigne vraiment le douloureux en lui-même. Et une question très importante pour penser la douleur mentale, c'est est-ce que la composante affective est un affect distinct, le douloureux, ou est-ce que ce serait de manière plus large quelque chose comme le déplaisant, qui peut atteindre des intensités catastrophiques, évidemment, mais qui serait pas, il n'y aurait pas quelque chose qu'on identifie spécifiquement, distinctement, comme étant le douloureux. Donc la douleur, c'est donc l'expérience d'une sensation qui, en soi, on sait que
ça fait mal, mais on n'a pas mal, et d'un affect qui est le j'ai mal, le déplaisant ou le douloureux, et la médiation cognitive de tout cela. Donc sur la dissociation entre sensation et affect, qui suscite toujours pas mal d'interrogations, un argument en faveur de cette dissociation, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont en général unies phénoménalement et simplement distinctes métaphysiquement. Pourquoi on pense qu'elles sont distinctes métaphysiquement? Parce qu'on a des patients qui, à la suite de certaines lobotomies ou sous certains toxiques et médicaments, notamment la morphine ou sous hypnose, rapportent des sensations de douleur sans affect de douleur. Donc les patients reconnaissent la sensation, peuvent l'identifier comme sensation douloureuse, mais ça ne les dérange pas. Ils savent que ça fait mal, ils ont juste pas mal. Alors, dans la littérature qui discute de ces cas, on retombe toujours sur la même citation qui est donnée dans un article de Yancy et Brand en 97. Donc je vais donc lire en anglais. A patient who was given a lobotomy for chronic pain testified that her pain, donc entre guillemets, is still there. I just don't worry about it anymore. In fact, it's still agonizing, but I don't mind. Donc c'est agonizing, mais elle n'est pas à l'agonie. Elle gambade, elle va très bien. Elle peut identifier que ça fait mal, elle peut identifier la sensation de douleur, mais elle n'a pas mal, elle n'a pas le douloureux. Alors évidemment, les plus pointilleux d'entre vous pourront se demander si l'affect c'est être douloureux ou la motivation à agir, mais je vais mettre ça de côté ici. Donc la douleur mentale n'est pas de la douleur. Comment est-ce que les philosophes qui sont saisis de la question le défendent? Donc les philosophes qui sont saisis de la question, moi j'ai surtout parlé de Jennifer Korns, mais on a aussi Lynn Stephens et George Graham, Sacha Benjamin Fink et Jesse Prince, que je prends tous ensemble ici parce qu'ils défendent tous un même type d'argument, qui est un argument critique. Ces philosophes parlent des points communs entre douleur mentale et douleur physique, qui ont été identifiés par leurs adversaires, ceux qui défendent que la douleur mentale est de la douleur. Et ils attribuent ces points communs au fait que la douleur physique et ce qu'on appelle pour eux à tort la douleur mentale ont bien quelque chose en commun, qui serait, pour Korns, le déplaisant, et chez d'autres, la balance négative ou la motivation à s'en débarrasser. Sauf qu'avoir quelque chose en commun ne fait pas une identité, ou même pas une identité de genre. On peut toujours trouver des points communs entre deux choses. Il y a des points communs entre une tortue et l'idée du bien. Ils affirment que par exemple, le fait que c'est défini, qu'on les désigne par des noms féminins, parce que sinon vous allez essayer d'en trouver, vous allez arrêter de m'écouter. Voilà. Ils affirment que ceux qui défendent qu'il y a une douleur mentale établissent une relation d'identité ou d'identité de genre, plutôt que de simplement reconnaître qu'il y a un point commun, ce qui configure tout un tas d'implications liées à ce point commun, mais ce n'est pas une identité pour autant. Dans The Social Pain Posit, qui est un article de Korns, elle critique les arguments des défenseurs de la douleur sociale, et elle explique que tous les points communs identifiés par les défenseurs, les larmes, la corrélation avec le suicide, la corrélation avec l'agressivité et les substrats neurologiques, peuvent s'expliquer simplement parce que douleur sociale et douleur physique ont en commun l'unpleasantness, donc le déplaisant. Or, de l'unpleasantness, du déplaisant, il y en a dans des expériences que pour le coup personne ne pense comme des douleurs. La nausée, le pull qui gratte, marcher longuement sous la pluie, faire la vaisselle quand on n'aime pas faire la vaisselle, il y a du déplaisant là-dedans, on n'appelle pas ça de la douleur. Et donc, par exemple, les zones du cerveau qui s'allument en cas de douleur physique, et quand vous regardez une photographie de votre ex, s'allument aussi quand votre pull gratte. Or, la peau qui gratte, on n'a pas tendance à penser que c'est de la douleur. Donc, ces philosophes-là, au premier chef desquels Korns, pensent que l'utilisation du terme de douleur, en tout cas, Korns pense que pour le moment, la douleur mentale a été mal défendue. Elle pourrait considérer que ce soit de la douleur, mais ça, c'est hors de l'article. Donc ces philosophes pensent que l'utilisation du terme de douleur pour un chagrin, pour une vexation, etc., ça relève de la métaphore, ou à la limite, relève cette fois Fink de ce qu'on appelle le loose talk, c'est-à-dire dans ce contexte, l'emploi d'un terme ou d'une expression motivé par le fait que l'emploi de ce terme et de cette expression conduira la personne à qui vous adressez ce discours aux bonnes inférences, là où l'emploi de l'expression correcte ne conduirait pas aux bonnes inférences. Donc, si je dis à mes invités, par exemple que je reprends à partir de Fink, que je travaille à partir de Fink, si je dis à mes invités que je suis la voisine de Beyoncé, ce qui veut dire qu'ils vont avoir un mal fou à se garer dans ma rue, etc., ils vont plus probablement faire attention. Alors que si je dis la vérité, à savoir qu'elle vit au bout de la rue, ils vont se dire « Ah, au bout de la rue, ça passe », résultat, ils vont jamais arriver chez moi à l'heure, parce que de fait, toute la rue est protégée. Ça, c'est du loose talk, dire voisine alors que pas vraiment, parce qu'on va arriver aux bonnes inférences, à la bonne réponse qu'on attend. Donc si je dis c'est de la douleur, en parlant de douleur mentale, la personne à qui j'adresse ce discours ou cette plainte est peut-être plus susceptible de m'aider
comme on aide ceux qui souffrent de douleurs physiques et qui le déclarent en ces termes. Donc ça, c'est quelque chose qui va être pensé par les adversaires de la douleur mentale, qui disent que c'est pas de la douleur mentale, qui d'ailleurs qu'il faut arrêter d'appeler ça comme ça. Rapidement, avant de passer à une proposition qui défend que cette fois la douleur mentale est de la douleur, il faut noter quand même que ne pas penser la douleur mentale comme douleur a un avantage économique. On n'est pas obligé de réviser la définition de la douleur, ou du moins pas à l'aune du problème de la douleur mentale. Et en outre, ça nous laisse les mains libres pour thématiser pleinement les différences entre douleur physique typique et douleur mentale typique, qui ne se limitent pas à l'absence ou à la présence d'une sensation physique. La douleur mentale peut être évoquée mentalement, la douleur physique bien moins aisément. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant vous faire pleurer avec un petit peu d'effort, c'est ce que font les actrices tous les jours, en pensant à quelque chose qui vous a rendu triste et vous rendre triste à nouveau. La douleur physique, vous causez là maintenant tout de suite en y pensant très fort une douleur au genou, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Les temporalités de la douleur physique et de la douleur mentale se déploient aussi très différemment. Et d'ailleurs, c'est lié à la capacité d'évocation mentale. C'est une des limites aux questions du style « tu préfères » associé à la douleur mentale versus douleur physique. Donc vous voyez le jeu « tu préfères », est-ce que tu préfères manger des vers de terre ce soir ou dormir avec des vers de terre donc cette nuit? En fait, jouer à ça avec douleur mentale versus douleur physique, c'est pas évident. Prenons donc 2 exemples de douleurs plutôt modérées, un gros mal de ventre et une critique acerbe sur votre apparence physique. C'est pas très difficile de déterminer si vous préférez passer un jeudi après-midi en ayant mal au ventre ou un jeudi après-midi après la critique. Si on borne ça au jeudi après-midi, vous pouvez faire votre choix. En revanche, ce qui rend difficile de vraiment répondre à la question, c'est que quand le mal de ventre sera fini, il sera fini. La critique acerbe, vous pouvez réactiver la douleur que ça vous a causée à plein de moments en y repensant. Et ça rend très difficile de jouer à tu préfères. Et ce qui n'est pas l'essentiel de ce que j'essaye de dire. Ce que j'essaye de dire, c'est que ça montre que ça se déploie sur des temporalités différentes, sur des dimensions différentes, et qu'en fait, quand on sépare une pensée douleur mentale comme de la douleur mentale comme de la douleur, on a les mains un peu plus libres pour travailler les différences. Sauf que je pense qu'il faut quand même penser à la douleur mentale comme de la douleur. Donc je passe de l'autre côté sur la défense de la douleur mentale comme douleur. C'est ce que fait notamment Jennifer Radden. Jennifer Radden, une philosophe qui a contribué au développement de la philosophie de la psychiatrie. Et elle fait ça dans Emotional Pain and Psychiatry. Il se trouve que c'est une proposition qu'elle amende dans The Pain of Grief. Et je trouve la proposition de The Pain of Grief plus juste et plus puissante, mais pour le coup, j'aurais pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc, dans Emotional Pain and Psychiatry, Radden propose de penser que la douleur mentale, c'est la composante affective des définitions de la douleur. Donc, on a distingué la composante sensorielle et la composante affective. La douleur mentale, c'est la composante affective. Et donc, la douleur, c'est une expérience d'un composant affectif douloureux, de la composante affective, médiée cognitivement. Si on s'arrête là, on a la formule de la douleur mentale. Et si on rajoute en bonus une sensation corporelle, on a la formule de la douleur physique. Donc sa proposition est celle d'une vraie révision de la définition de douleur. Et donc la composante affective, le I, devient centrale et il peut également y avoir une sensation corporelle. La proposition de Radden est fondée sur les discours des patients qui décrivent la douleur mentale comme de la douleur et qui d'ailleurs y insistent, les discours de spécialistes de la dépression eux-mêmes qui y insistent et qui insistent sur le fait que l'affect est distinctivement douloureux. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui reconnaissent des affects négatifs qu'ils ne nomment pas comme de la douleur, mais ils nomment, en l'occurrence, ça c'est un travail sur la dépression surtout, mais ils nomment l'affect de dépression en partie comme un affect douloureux. Entre la proposition de Radden et la critique de Kant, on n'a pas qu'une querelle de lexique. Le fond du problème, c'est l'affect distinct. Radden pense la composante affective comme étant du douloureux, qui se reconnaît comme douloureux par opposition à d'autres expériences désagréables et d'autres choses déplaisantes, même en prenant déplaisant dans un sens immense, avec des choses horriblement déplaisantes. Alors que Kant pense un moins défini déplaisant, unpleasantness chez elle, comme la composante affective. Et donc, c'est la composante affective de la douleur physique, des douleurs mentales, qu'elle ne pense pas comme telles, et puis de bien des expériences désagréables. Donc, faire la vaisselle alors qu'on n'aime pas ça, avoir la nausée, etc. Donc, parlons d'affects distincts. Commençons avec simplement les douleurs physiques. Il y a lieu de se demander s'il y a bien un affect distinct. Si une migraine, une infection urinaire, la piqûre de l'aiguille dans la prise de sang, une brûlure, un mal de dos, vous identifiez quelque chose de distinct qui est commun à tout ça, ou si simplement vous appelez ça de la douleur, parce qu'il y a du déplaisant, une certaine intensité,
que ça appelle la même réponse et que, bon, on vous a appris à appeler ça de la douleur, donc vous appelez ça de la douleur. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment commun, une expérience distincte là-dedans? Donc prenez 7 secondes, et ceux qui pensent qu'il y a quelque chose de vraiment commun, un affect distinct, levez la main, parce que j'en profite pour ma recherche à moi aussi. Donc un affect vraiment distinct, quelque chose que vous identifiez comme douleur entre toutes ces douleurs physiques, ou non. Il y a personne qui pense que c'est un affect distinct? Ok. Est-ce que entre des douleurs qui ne touchent pas les mêmes zones et qui ne se caractérisent pas de la même manière, un mal de dos, une infection urinaire, une migraine, vous pouvez penser n'importe quel type de douleur physique que vous avez expérimenté, j'en suis désolée pour vous. Toutes ces choses-là, est-ce que vous pouvez identifier en commun quelque chose de distinct, quelque chose qui correspond, que vous retrouvez une sensation, un affect que vous retrouvez dans chacune de ces douleurs, et qui vous fait dire c'est de la douleur et qui vous fait me distinguer du désagréable, du déplaisant, etc. Ou est-ce que non, vous appelez ça douleur parce que vous savez que c'est ce qu'il faut dire au médecin, mais vous n'identifiez pas quelque chose qui serait commun à donc la migraine, l'infection urinaire, la coupure de papier et puis tout ce que vous voudrez mettre là-dedans. Donc levez la main si vous trouvez qu'il y a un affect distinct. Alors, commun à toutes et distinct du désagréable, distinct du pultigrade, de la nausée, Ah oui, distinct, pardon, commun à toutes ces expériences de douleur et distinct du désagréable. Ok, donc relevez tous la main en même temps que j'ai. Donc on est à... Mais je sais pas compter visuellement. J'ai l'impression qu'on est à 75%, mais j'en suis pas sûre en fait. Quelqu'un qui sait compter avec? Ok, très bien. Donc... distinct au sens distinct du désagréable, distinct, voilà, mais commun à toutes ces choses-là. Un bon argument pour défendre qu'il y a un affect distinct, c'est la comparaison avec d'autres situations, des situations parfois de plus grande intensité. Donc une immense nausée, ça peut être beaucoup plus intense, ou pire si vous voulez, que la piqûre d'une aiguille lors d'une crise de sang. Mais classiquement, on ne pense pas les immenses nausées comme des douleurs. Donc passons maintenant à ce qui relève du mental. On a aussi l'intuition qu'on peut distinguer entre ce qui relève du douloureux et ce qui relève du désagréable. Du moins, j'ai cette intuition. Du côté du désagréable, voire du très désagréable, on peut avoir une crise de stress. C'est vraiment très, très, très pénible, une crise de stress. Et je peux préférer une petite douleur, donc la bouffée de tristesse qui va vraiment me serrer le cœur quand je vois la photographie d'un être aimé décédé, à une crise de stress. Mais je n'identifie pas la crise de stress comme relevant du douloureux, alors que j'identifie comme relevant du douloureux retrouver la photographie de l'être aimé décédé. La meilleure motivation pour penser la douleur mentale comme douleur, à mon sens, c'est l'identification d'un affect distinct, donc de quelque chose qu'on reconnaît comme douloureux. Et on reconnaît ce douloureux, de même qu'on a identifié cet affect distinct commun à toutes les douleurs physiques, on va identifier aussi, dans certaines expériences mentales, indépendamment de l'intensité, cet affect distinct de douleur, le douloureux, qu'on va trouver commun à certaines douleurs physiques et puis à certaines douleurs mentales. Alors ce qui est très délicat, c'est que ça repose sur l'introspection. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de vous, comment vous le vivez et de ce que votre expérience vous dit. Il est particulièrement difficile de convaincre quelqu'un qui n'identifie pas cet affect distinct. Et donc je vais repasser à vous. Est-ce que vous pouvez prendre quelques secondes et levez la main si vous identifiez quelque chose que vous reconnaissez comme de la douleur, dans un chagrin d'amour, un deuil, et toutes ces choses qui sont plutôt du côté mental. Quelque chose, un affect qui est commun avec ce que vous éprouvez du côté physique. Ok, levez la main si vous avez ça. Je ne suis pas devenue bonne à identifier visuellement, j'ai l'impression qu'on a 60%, mais si ça se trouve, j'identifie très mal. Ok. Très bien. Bon, quand ça fait son expérience dans un amphithéâtre, elle était à 50. Mais elle est très bonne à argumenter que que la douleur mentale n'est pas de la douleur. Donc, pour ma part, il me semble qu'il y a un affect distinct de douleur que j'identifie et dans mes douleurs physiques et dans mes douleurs mentales. Moi, j'ai ça. J'en parle non pas parce que je suis très intéressante, mais parce que, in fine, ça repose sur l'introspection. Et en fait, c'est à partir de cet affect distinct, qui pour le moment n'est correctement défendu qu'à partir de l'introspection, tant qu'on n'a pas proposé d'autres manières de le défendre, ce qu'on est en train de faire avec des travaux empiriques divers, mais pour le moment on n'a pas ça, qu'il me semble qu'il y a lieu de considérer que la douleur mentale est de la douleur.
En tout cas, ce qu'on est en train d'essayer de faire avec des travaux empiriques divers, bref. Et si on considère que la douleur mentale est de la douleur, ça pourrait amener à conduire à une modification du rapport à la douleur mentale, y compris dans le son. Voilà. Peut-être que je vais, avant d'écouter vos questions, te poser tout de suite une question sur ta dernière phrase. Pourquoi ça intéresse la médecine, cette catégorisation de la douleur mentale? Est-ce que, par exemple, on pourrait dire que ça aide à définir son champ d'intervention? Par exemple, ce serait la douleur mentale et pas les expériences désagréables? C'est ça je veux dire, pourquoi ça intéresse les pratiques médicales, notamment la psychiatrie, d'avoir un concept de douleur mentale qui soit distinct de la souffrance, par exemple? Alors, je Pratiquement. ne suis pas psychiatre. Non, je suis pas psychiatre, donc si des psychiatres veulent se lever, s'insurger et me dire que j'ai tort, faites-le. On avancera en termes scientifiques. Il me semble que la partition chez les médecins somaticiens entre prise en charge d'une part de la maladie, d'autre part de la douleur, avec le fait qu'on s'occupe de la douleur et vraiment c'est la moitié de ce qu'on fait, n'existe pas de la même manière en psychiatrie. En psychiatrie, par exemple, la prescription d'antidépresseurs, qui est merveilleuse, antidépresseurs, comme on le sait, ça fait souvent effet, en particulier sur la dépression, sur l'anxiété un peu plus tôt, mais sur la dépression, ça fait souvent effet au bout de 3 semaines. 3 semaines, c'est très, 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 très long. Alors, si vous avez une maladie qui vous cause des douleurs, une maladie somatique, on va aussi vous prescrire des antidouleurs qui vont vous tenir les 3 semaines avant que quelque chose fasse effet de manière plus profonde. L'intérêt de prendre en compte l'intérêt de penser la douleur mentale comme douleur, c'est de rethématiser l'urgence et aussi de penser le soin psychiatrique ou le soin psychologique indépendamment de la pathologie, de certaines pathologies spécifiques. Déjà, il y a ça. Et ensuite, concrètement, l'intérêt de penser la douleur, ça c'est vraiment très important. Et puis il y a des prises en charge aussi à base de morphine, contre de douleurs mentales qui sont assez intéressantes. Par ailleurs, Schneinmein a identifié que c'était, bon, ça commence à dater, mais a identifié que c'était le meilleur indicateur de risque suicidaire. Le fait de mentionner le discours patient qui mentionnait la douleur. Donc ça, il a fait ça en dépouillant des lettres de suicidés. Et il a trouvé que ce qui revenait le plus, vraiment ce qui faisait l'unité de ses propos, c'était des références à la douleur, dans des termes utilisés classiquement pour la douleur physique. C'était pas vraiment souffrance, etc. C'était vraiment douleur. Donc c'est aussi un indicateur suicidaire assez intéressant. Mais pas psychiatre. Merci beaucoup pour la réponse. T'envoies le frais. Très bien. En fait, il y a une partie. Je suis psychologue en revanche, mais du côté psychologie, la douleur mentale est beaucoup plus aisément pensée par les psychologues. C'est du côté psychiatrie. La douleur mentale existe. Enfin, Freud parle de douleur mentale. C'est pas. Voilà, c'est du côté psychiatrique qu'il y a peut-être une modification dans le soin. Les psychologues travaillent déjà avec la notion de douleur mentale depuis assez longtemps. Oui. Est-ce que vous êtes intéressé aux personnes qui ont comme maladie l'insensibilité à la douleur? Parce que c'est intéressant, parce que ces personnes, j'imagine, ressentent une douleur mentale, mais pas du coup une douleur physique. C'est quelque chose que j'ai eu absolument envie de savoir, si les insensibles à la douleur éprouvaient de la douleur mentale. Et vraiment, le premier mois, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'avais très très envie de trouver quelqu'un. En fait, c'est très très rare l'insensibilité à la douleur. C'est très difficile de trouver des gens. On leur pose déjà beaucoup de questions, donc ils en ont un peu marre. Ils aimeraient bien vivre leur vie tranquille. Et donc pour l'instant, j'ai pas réussi à avoir ces rapports-là. Voilà. J'adorerais. Mais bon. Éthiquement, je trouvais ça compliqué. Personne d'autre? Juste pour vous répondre un petit peu à la question précédente, Nicolas Danziger, qui est un neurologue salpêtrière, qui est spécialiste de l'insensibilité congénitale à la douleur, dans une intervention, avait raconté l'histoire d'une patiente qui n'avait donc subi aucune douleur, ni pendant l'accouchement, ni pendant leur montée extrêmement intense. Elle avait eu qu'une fois mal, physiquement. Elle avait mal à la tête à la mort de son frère.
pas si vous donne un élément de réponse ou pas, mais quand même un cas particulièrement intéressant. Et elle avait eu mal mentalement à la mort de son frère Elle aussi. avait mal à la tête. Oui, mais elle avait aussi souffert mentalement. Alors ça, l'histoire de le pas, parce que voilà. Juste pour préciser que la sensibilité congénitale à la douleur, premièrement, c'est rarissime, et que deuxièmement, de toute façon, ils ne vivent pas très vieux, puisque vous ne ressentant rien, ils se brûlent, ils se blessent, et donc de toute façon, ça ne va pas être très simple pour vous de trouver un sujet. Voilà. C'est une simple remarque, mais j'ai l'impression que la définition de l'IASP, justement, elle prend un peu parti, puisque au niveau linguistique, c'est pas sensoriel et ou affectif, c'est et affectif. Donc il n'y a pas de. Visiblement, on ne peut pas la distinguer, on ne peut pas l'isoler de ce côté-là. Enfin bref, mais la définition de l'IASP comprend une note à partir de laquelle, un addendum à partir de laquelle on peut absolument tout imaginer. Donc la définition de l'IASP, effectivement, tout à fait raison là-dessus, sauf que, c'est dans un autre que je vous la lise plutôt que de la porter, on a la note associée, donc, non, la définition 79, non, voilà. Donc la définition de l'IASP, expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc techniquement, si je vous dis que mon chagrin d'amour ressemble à le ravage de mon corps, d'après la définition de l'IASP, c'est de la douleur. Et alors vraiment, il y a tout un tas de philosophes qui s'engouffrent dans cette brèche. Et une des raisons pour lesquelles cette définition est relativement consensuelle, c'est parce qu'elle est extrêmement floue. Et donc, bon, on peut tous être d'accord à peu près. Ouais. Et ça, c'est la révision 2020. Et il y avait une... oui, la note, c'est autre chose. Je me suis trompée, c'est la révision que j'ai intégrée ça. Voilà, merci encore. Merci de